En tournée depuis 5 jours en première région, le chef du gouvernement a tout au long de la visite eu des échanges directs et francs avec les populations à la base. Et assurance leur a été donnée que le gouvernement sera à hauteur de réponse. Virus Ebola, le Mali jusque-là épargné entend prendre le devant. Une réunion interministérielle s'est tenue cet après-midi. Un plan national de contingence est en phase d'élaboration. Nous sommes lundi, la chronique santé s'intéresse à la planification familiale. Le taux de prévalence contraceptive de notre pays tourne autour de 8%. Mesdames, Messieurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver pour ce journal. Le président de la République est de retour de Washington depuis hier et cet après-midi, Ibrahim Boubacar Keïta a reçu en audience une délégation du Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PSG. Les échanges ont porté sur la situation actuelle du pays et plusieurs autres sujets intéressant la vie de la nation. Les responsables de l'ADEMA ont réitéré leur soutien au président de la République pour une sortie de crise. Tchemogo Sagara, président par intérim de l'ADEMA PSG, est au micro de Moussa Fane. Aujourd'hui, c'était l'occasion de procéder à un échange sur l'ensemble des questions du pays, mais surtout d'être informé par le président de tout ce qui se passe. Nous avons décidé de soutenir le président parce que nous partageons avec lui les valeurs politiques fondamentales, celles de la social-démocratie, mais surtout parce que nous savons qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle le pays se trouve nous fait obligation d'apporter notre contribution afin de permettre à ce que les projets que le président a nourris pour notre pays puissent se réaliser et afin que le pays se relève de là où les derniers événements l'avaient mis. Fondamentalement, nous sommes venus d'abord réitérer notre soutien au président et échanger avec lui sur ce que nous devons faire pour que notre contribution dans cet accompagnement soit la meilleure possible. Et l'ADEMA restera mobilisée derrière lui pour faire aboutir l'ensemble des projets et programmes qu'il a pour notre pays. Tchemogo Sangaré, à sa sortie d'audience, Tchemogo Sangaré donc, est le président par intérim de l'ADEMA PSG. Le Premier ministre Moussa Mara, lui, vient de boucler une tournée de 5 jours dans la région de Kayes. Le chef du gouvernement a eu des échanges directs et francs avec les populations à la base. Et dans les différentes localités visitées, les problèmes ont pour nom la lutte contre l'insécurité, le désenclavement, le chômage, entre autres. Et en réponse à ces questions, Moussa Mara a donné l'assurance que le gouvernement fera tout ce qui est de son ressort pour satisfaire les populations. Le résumé des étapes de Bafoulamé et Kita avec nos envoyés spéciaux Mohamed Diarra, Gaussou Touré et Aboubakar Traoré. C'est par les cercles de Bafoulamé et Kita que le Premier ministre Moussa Mara a bouclé sa tournée de 5 jours dans la région de Kayes. Dans les 2 cercles, l'accueil était à la dimension de l'événement. Partout où le chef du gouvernement est passé, le message était le même. On ne peut pas raser quelqu'un en son absence. Le patron de l'administration malienne a donc fait sien cet adage en rencontrant les forces vives et les cadres de l'administration des cercles de Bafoulamé, Kéniéba et Kita. Sans langue de bois, les représentants de chacun de ces cercles ont évoqué quelques-unes de leurs préoccupations. Sur le domaine de l'agriculture, nous avons besoin de matériel agricole, précisément un tracteur. Aujourd'hui, les populations souffrent entre Kayes et Bamako. Ce qui nous agace et qui nous révolte même, quand nos trains sont en difficulté, au lieu de secourir ces trains avec les machines qu'on a payées sur fonds propres, on nous dit non, le train voyageur ne nous rapporte pas beaucoup. Donc ce n'est pas notre affaire. Attendez le train qui est jusqu'au Sénégal là-bas. Les préoccupations essentielles du cercle se résument comme suit. La réhabilitation du chemin de fer, la construction du tronçon routier Tambaga-Manantali,
La dotation des forces de sécurité, police et gendarmerie de moyens logistiques pour lutter contre le banditisme sous toutes ses formes, la sécurisation de la frontière Mali-Guinée pour l'ouverture des postes mixtes, la redynamisation des rencontres transfrontalières entre les autorités guinéennes et maliennes. À ces problèmes s'ajoute la vétusté du bac fluvial, l'exode des jeunes vers les sites d'orpaillage, le manque de raccordement aux deux ponts et la sempiternelle question de désenclavement. Aujourd'hui, nous avons plutôt des usines dans le domaine du ciment, de la chaux, des carreaux. Et des difficultés ont été posées par rapport à cette situation. Nous allons essayer de voir en termes d'abord d'emploi des jeunes du cercle, en termes de fourniture de services, de paiement de taxes, voire de compensation de ces taxes par l'État. Ça, c'est en ce qui concerne le cercle de Bafoussam en tant que tel. L'enclavement de Kayes est en train d'être résolu progressivement. Vous savez, aujourd'hui, nous avons quitté Bamako par une voie pour arriver à Kayes. Et nous allons arriver à Bamako par une autre voie, dans la même région. C'est bien la preuve qu'on peut arriver à Kayes par plusieurs chemins de Bamako. Donc le désenclavement du cercle est quelque chose qui est en train d'être réalisé progressivement. Les populations sont impatientes, mais c'est des progrès qui sont réels. C'est un exercice de démocratie directe qui n'est pas coutumier dans notre pays. Au cours des rencontres, Moussa Mara a tenu à faire des mises au point. Nous n'avons pas hésité aussi à rappeler les élus locaux à leurs responsabilités. Parce que c'est eux qui doivent être le courroie entre la base et le sommet. C'est eux qui doivent traduire les préoccupations, mais c'est eux aussi qui doivent fournir les premiers services aux populations. Donc chaque fois que cela est nécessaire, il faut que les communes, les cercles et les régions puissent aussi jouer leur rôle. Et que là où maintenant ils sont limités, que l'État puisse intervenir. C'est le principe de la décentralisation. Et là, je pense que l'exercice a été utile à ce titre aussi. De Nioro du Sahel à Kita, en passant par Kayes et Bafoussam, le chef du gouvernement a rencontré la presse locale pour évoquer l'action gouvernementale et l'actualité du moment. Quant aux autorités religieuses et coutumières, elles ont été sollicitées pour faire des prières pour la stabilité du Mali. Les enfants du village SOS de Kita n'ont pas été oubliés pendant la tournée. Le ministère de l'Action humanitaire a remis une importante quantité de vivres et de produits alimentaires à la structure. Dernier acte de la mission, le Premier ministre a fait escale à Sélenkéni. Il a présenté les condoléances du gouvernement aux autorités locales suite au naufrage survenu sur les côtes libyennes et dont beaucoup de ressortissants du village ont été victimes. Visite du Premier ministre dans le champ de Sounouba Keïta. Le Premier ministre Moussa Mara s'est donc rendu dans le champ de Sounouba Keïta, c'est à Kita. Et cette visite témoigne de la volonté du chef de l'État de faire de notre pays une puissance agricole. Et c'est à travers des exploitations modèles comme celle de la famille Keïta que l'on pourra parvenir à cette fin. Envoyés spéciaux Kita, Mamari Kone, Aboubakar Traoré et Gaoussou Touré. Après les échanges avec l'administration et la société civile des cercles de Kita et Kenyeba, Moussa Mara est allé voir l'état d'avancement de la campagne agricole. Et c'est l'exploitation familiale de Sounouba Keïta qui a été choisie. À Eremakono, village situé à une vingtaine de kilomètres de Kita, Sounouba Keïta exploite 19 hectares de terre, 4 hectares en coton et 15 hectares pour les autres spéculations. Vous venez nous visiter une exploitation qui peut être considérée comme une exploitation modèle, puisque les différents semis ont été effectués, les itinéraires techniques sont respectés, l'engrais est utilisé comme il faut, l'exploitation est organisée de manière idéale. Et nous attendons donc des rendements acceptables, aussi bien en coton qu'en céréales, pour que cette famille puisse voir accroître ses revenus. Le visiteur du jour est convaincu que l'agriculture demeure une voie sûre pour lutter contre la pauvreté. Moussa Mara de poursuivre que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que notre pays soit une puissance agricole conformément aux vœux du chef de l'État. Aujourd'hui, c'est vraiment un chef de gouvernement satisfait. Le gouvernement fera des efforts de plus en plus importants pour le secteur de l'agriculture, en recherche, en vulgarisation, en investissement en termes d'infrastructures rurales, en encadrement, en mise à disposition de moyens de production pour que l'ensemble de ces intrants-là concourent à ériger notre pays en puissance agricole pour d'abord le bonheur des Maliens. La famille Keïta s'est dite honorée par cette visite du Premier ministre. Occasion pour son porte-parole de saluer les efforts que le gouvernement ne cesse de concentrer pour aider les paysans.
Je remercie le gouvernement pour tout ce qu'il fait pour les paysans. Nous avons beaucoup apprécié la baisse du prix du sac d'engrais à 11 000 francs. C'est une aide qu'il faut saluer. Nous savons maintenant que le gouvernement pense à nous. Nous le remercions. Merci à Moussa Mara et à son équipe. Sur place, Moussa Mara a échangé avec les responsables de la CMDT et ceux du projet de développement rural intégré du district de Kita et de ses environs. Le PEDRIC, qui est à sa deuxième phase, ambitionne d'aménager 1100 hectares de bas-fond dans le cercle de Kita, 680 hectares de périmètre en maîtrise totale à Maïna dans le cercle de Bafoulabi. Le projet doit également construire 90 km de pistes rurales, dont 70 entre Tambaga et Manantali et 20 km entre Sirakoro et Tufinkou. À ces prévisions, il faut ajouter la réalisation de 30 forages et un pont sur le fleuve Daroumé. Auparavant, le chef du gouvernement a visité le projet d'élevage d'un jeune diplômé. Ce projet vise à introduire des animaux à potentiel laitier. Avant de quitter Kita, le Premier ministre a inauguré hier le centre de santé de référence rénové. Sa rénovation a coûté plus d'un demi-milliard de nos francs et pour le chef du gouvernement, de telles initiatives participent encore une fois de la volonté du gouvernement, de son président, de rapprocher les services sociaux de base des populations. Envoyés spéciaux, Mohamed Diarra, Boubacar Traoré et Gaussou Touré. La ville de Kita a aujourd'hui fière allure grâce à la rénovation du centre de santé de référence du Cercle. L'infrastructure inaugurée par le Premier ministre présente toutes les commodités. Elle est équipée de matériel ultramoderne. Le CCRF de Kita permettra de résoudre les problèmes d'évacuation dans le Cercle. Au niveau de la maternité surtout, il y a un équipement qui est actuellement à notre disposition, qui peut, la lampe chauffante, qui va être d'un grand rapport dans le cas d'accouchement sur les bébés qui vont être refroidis, vont être réchauffés par ce qui va nous permettre de diminuer drastiquement le taux de mortalité néonatale précoce. De la radiographie à l'échographie en passant par l'infirmerie, le Premier ministre a assisté à des séances de démonstration, toutes choses qui le confortent dans la dynamique enclenchée par le gouvernement, celle de rapprocher les services sociaux de base des populations. Dans ce cercle, il y a 2 autres centres de santé de référence qui sont en cours de mise en place à Sagabari et à Sefeto. Ces centres aussi vont venir renforcer le plateau sanitaire à la disposition des populations du cercle qui souffraient et qui souffrent encore de l'inaccessibilité à un certain nombre de services sanitaires. Le dispositif est en marche, l'accroissement de l'offre de santé est en marche. Maintenant, il faut demander aux gestionnaires du centre de faire preuve, je dirais, de rigueur dans la gestion, que la bonne gouvernance, la gestion des deniers, la gestion du matériel soit une réalité. Le CCRF de Kita abrite aussi à son sein une unité de récupération nutritionnelle intensive. Ici, les agents de santé travaillent à la prise en charge des enfants malnutris. Cette unité est une réalisation de l'ONG Action contre la faim. Ce service-là vient en soutien à des familles qui sont souvent démunies pour que les enfants puissent bénéficier de toutes les conditions d'une nutrition normale afin que ces enfants puissent avoir la croissance nécessaire et qu'ils puissent être un jour des citoyens de ce pays et des responsables de ce pays. Cette structure-là joue un rôle important qu'il faut accompagner. On demandait à la collectivité locale Cercle de faire un effort. Au niveau du centre de santé, il faut que des efforts soient faits aussi au niveau du ministère sans doute pour que le dispositif puisse être pérenne. Il s'agit vraiment de garantir la pérennité des services. La société minière Randgold s'est aussi manifestée avec la remise d'un chèque de 10 millions de francs CFA à la Caisse malienne de solidarité. La somme devra servir à la prise en charge de la référence évacuation. Ici à Bamako, tenue cet après-midi d'une réunion interministérielle sur le virus Ebola. Objectif, rendre compte du dispositif mis en place pour contrer la maladie et procéder à l'élaboration d'un plan national de contingence. Le ministre de la Santé a présidé la cérémonie et c'était en présence de notre reporter Nyanya Aliou Traoré. Le ministère de la Santé reste sur le qui-vive en matière de prévention et de gestion d'une éventuelle arrivée du virus Ebola sur le sol malien. Depuis le 21 mars, date à laquelle l'alerte a été déclenchée à aujourd'hui,
Aucun cas confirmé de fièvre hémorragique à virus Ebola n'a été enregistré dans notre pays. La réunion de ce jour se donne pour but de faire l'état des lieux des actions menées tout en se projetant dans l'avenir. Au jour d'aujourd'hui, vraiment, je peux dire que le Mali est en très bonne position pour pouvoir non seulement bien monitorer une arrivée éventuelle de cas frais au Mali, mais également de circonscrire, d'empêcher une certaine propagation rapide de l'infection dans notre pays. Donc vraiment, les dispositions prises au jour d'aujourd'hui sont très très satisfaisantes sur le terrain. L'épidémie sévit en Guinée-Conakry voisine, où elle a déjà fait plus de 300 morts. Et justement, pour mieux contrôler une éventuelle propagation ici au Mali, des cordons sanitaires sont installés dans les localités frontalières avec la Guinée. D'autres dispositions sont prises, comme l'installation par exemple à l'aéroport de Bamako-Sénou d'une caméra thermique pour contrôler la température de tous les passagers. Cependant, pour parer à toutes les éventualités, les professionnels de la santé invitent la population à observer des gestes simples. Réduisez les cérémonies, en tout cas au cours desquelles il va y avoir des étrangers, ça et là. Et comme vous connaissez maintenant les zones frontalières avec les pays concernés, donc évitez ou réduisez les voyages dans ces pays-là. Et si vous devez partir dans ces pays, prenez des mesures très très certaines de manière à ne pas se contaminer. Également, évitez les viandes de brousse. Parce que les réservoirs de ce germe-là, c'est les singes, c'est les chauves-souris, c'est les porcs, etc. Donc, essayez d'éviter les rongeurs. Le virus Ebola reste la plus grande épidémie jamais enregistrée en Afrique subsaharienne. D'après notre équipe d'intervention rapide, la menace reste patente au Mali tant que l'épidémie persiste en Guinée. L'équipe appelle donc la population malienne à plus de responsabilités. Oui, Nyanya, on continuera de parler du virus Ebola, on en parle et on continue d'en parler. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, bien que jusque-là eux aussi épargnés, ont décidé de prendre le devant. Une grande campagne de sensibilisation est organisée partout dans le pays. La Côte d'Ivoire est pour l'instant épargnée par l'épidémie de fièvre Ebola, mais elle prend des mesures préventives. Campagne de sensibilisation. Hier, à l'occasion d'une rencontre sportive de la communauté guinéenne de Côte d'Ivoire à Koumassi, un médecin épidémiologiste a prodigué ses conseils concernant la maladie. Vous sentez un petit palu, il faut aller à l'hôpital. Parce que tout palu n'est pas palu. Mal de tête, plus fièvre, tu grelottes, ce n'est pas forcément paludisme. La communauté guinéenne est très nombreuse en Côte d'Ivoire et les deux pays ont une frontière commune. Pour des raisons sanitaires, les ressortissants guinéens ne peuvent plus se rendre dans leur pays où sévit l'épidémie. Ils ne peuvent pas non plus recevoir leurs compatriotes. Des mesures assez dures à accepter. Force est de constater que nos pays tendent à se barricader. Et c'est justement, pendant qu'on parle de la libre circulation des biens et des personnes, quand on voit que les libertés de mouvement sont vraiment restreintes, voyez-vous, c'est un peu contraire à l'esprit. Autre pays dans l'œil du cyclone, le Burkina Faso prend aussi les devants. Les autorités sanitaires ont instauré des contrôles stricts aux frontières pour éviter que le virus se propage. À l'aéroport de Ouagadougou, chaque passager doit se soumettre à une prise de température. Pour une température qui est égale ou supérieure à 38,5 degrés, ce passager va être conduit auprès du service médical, auprès du médecin qui va faire un interrogatoire approfondi et qui va en tout cas décider de la conduite à tenir pour ces passagers. Pour les cas suspects, une structure d'accueil a été mise en place au nord de Ouagadougou. Une fois arrivé ici, il y a une équipe médicale de veille 24/24 qui reçoit les cas suspects pour directement les admettre dans des chambres de mise en observation. Vous avez dû voir qu'il y a des chambres d'une place, de 2 places, mais également de 4 places. L'Organisation mondiale de la santé a lancé une alerte planétaire pour contrôler l'épidémie, tout en rappelant que les pays en première ligne d'Afrique de l'Ouest ont un besoin urgent d'aide et de personnel médical.
Voilà, je le disais donc, le Mali, à l'instar des autres pays, va célébrer demain la journée internationale de la jeunesse. Le thème de l'édition 2014 est jeunesse et santé mentale. L'objectif, c'est d'attirer l'attention de cette frange défavorisée, parfois stigmatisée. Dans son adresse, vous allez le voir depuis Washington, le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne invite les jeunes à faire le pari des Mali verts en plantant chacun un arbre pendant ce mois d'août. Mamadou Gaussou Diarra est au micro de Bourama Traoré et de Adama Kamara. Cette année, le thème de la Journée internationale de la jeunesse est la jeunesse et santé mentale. Façon de focaliser l'attention sur cette frange défavorisée et parfois stigmatisée de la jeunesse. Oui, la jeunesse n'est pas seulement cette force active et bien portante que l'on voudrait positiver pour le changement. Elle est plurielle, diversifiée, avec parfois des préoccupations spécifiques à chaque composante. Nous nous devons de travailler à promouvoir la santé mentale et la santé pour tous, et particulièrement pour les jeunes. Nous nous devons aussi de faire en sorte que ceux qui sont frappés par le sort ne se sentent pas marginalisés, exclus parce que simplement malades. Chers amis jeunes, la Journée internationale de la jeunesse cette année coïncide avec un moment où les projecteurs sont braqués sur la jeunesse. En effet, le sommet Amérique-Afrique vient de prendre fin sur un fort engagement de la part de nos dirigeants, en particulier de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, celui d'investir en la jeunesse, car porteuse d'espérance, de changement pour le pays et pour le continent. Il s'agit là d'une belle opportunité à saisir, que vous devez de saisir à travers un engagement citoyen, à travers le développement des leaderships jeunes. Jeunes du Mali, je le répète souvent, et c'est une conviction profonde, le Mali se fera, et il se fera par vous. Saisissons donc l'opportunité de cette célébration, mais aussi du lancement des vacances citoyennes, pour nous inscrire dans des actions en faveur de nos communautés respectives, qui en ont fortement besoin. Je voudrais vous engager à faire le pari d'un Mali vert et inviter chaque jeune à planter au moins un arbre pendant ce mois qui est celui des jeunes. Déjà, dans le cadre des vacances citoyennes, avec le Conseil national des jeunes, dont je salue l'engagement et le courage, nous nous proposons d'en planter 100 000, de Kona à Djabali et de Nyono à Nara, la ceinture verte, l'objectif étant d'atteindre le seuil d'1 million d'arbres plantés par an et par les jeunes. Ce pari, nous nous devons de le relever, car le désert avance à grands pas, mais aussi par devoir pour les générations futures, à qui nous devons de léguer un pays où il fait bon vivre. Voilà, nous, mesdames et messieurs, nous ne vous l'avions pas dit, mais il est là avec nous sur ce plateau. Je vais parler du ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Voilà, vous étiez à Washington et vous avez eu le temps d'atterrir à Bamako et d'être avec nous sur ce plateau. Et vous tombez à pic, comme on le dit couramment. Demain sera célébrée la Journée internationale de la jeunesse. Et coïncidence pour coïncidence, vous choisissez cette même journée pour lancer des vacances citoyennes. Qu'appelez-vous vacances citoyennes, monsieur le ministre? Merci à vous pour votre invitation sur le plateau du journal. Effectivement, demain, c'est la journée internationale dédiée aux jeunes et nous avons profité de l'occasion pour lancer au niveau national ce que nous avons appelé les vacances citoyennes. En quoi cela consiste? Il s'agit simplement pour nous de mobiliser cette frange qui est numériquement très importante, mais également aussi très porteuse en termes de capacité d'action et également de force. Ainsi, pendant la période dite des vacances, les jeunes peuvent se retrouver désœuvrés et on s'est dit c'est le moment de les occuper dans des activités qui ont une vocation communautaire et qui peuvent les amener à s'intéresser non pas simplement à leur petit grain ou au thé, mais plutôt dans des actions qui s'inscrivent dans le sens du bien-être de leur environnement et de leur communauté. Et c'est ainsi qu'on a donc pris ce concept de vacances citoyennes, au cours donc desquelles vacances nous allons amener les jeunes à faire des activités de reconstruction pour les zones qui ont été affectées par les conflits et également des activités de reboisement, comme vous l'avez dit. On a inscrit cette année-là l'édition sous le signe d'un Mali vert,
faire en sorte que nous puissions planter au moins 100 000 pieds pendant la période dite des vacances citoyennes. Qu'on peut appeler aussi vacances citoyennes, qu'on peut appeler aussi colonies de vacances. Ce n'est pas à proprement parler des colonies de vacances. C'est-à-dire qu'il y a certes une connotation découverte, une connotation ludique, mais il y a plus un fort engagement pour les communautés. Donc, je disais qu'on allait faire des activités de reboisement, des activités de construction, des camps chantiers, mais également aussi des activités de sensibilisation, utiliser les jeunes comme vecteurs, notamment dans le sens de la sensibilisation sur le VIH-Sida. Comme je l'ai dit, à chaque fois que nous rassemblons des jeunes, nous nous activons à faire en sorte que ce soit l'occasion de rappeler que la pandémie du sida est une réalité et pas une fiction, et que les jeunes puissent également servir de relais au niveau communautaire. Également, nous avons des activités allant dans le sens de leur formation ou du renforcement de leur adhésion au contrat social, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme attachement au symbole de la République. Donc, on a en ce moment pris axe sur le mouvement pionnier et qui va donc animer des feux de camp les soirs et faire des animations pour expliquer un peu l'histoire de notre patrie, de notre nation et comprendre que nous avons donc une communauté de destin, un passé et un futur. Voilà, on a vu dans le programme comme quoi le lancement de ces vacances citoyennes le lancement va se dérouler à Kona. Pourquoi Kona, un symbole, vous voulez... Oui, vous l'avez dit, Kona, c'est effectivement une ville emblématique, un symbole, parce que c'est à partir de cette ville-là qu'il y a eu le déclenchement de toute cette solidarité internationale qui a contribué à aider notre pays à recouvrer l'intégralité de son territoire. Et nous savons également qu'il y a eu beaucoup de destruction et beaucoup de pertes en vie humaine. Donc symboliquement, nous voulons repartir de Kona pour inscrire cette idée-là qu'il faille travailler pour reconstruire ce pays, pour reconstruire le tissu social et faire en sorte que nous ayons un nouveau départ pour un Mali qui gagne. Et déjà, il y a combien de jeunes qui seront concernés par ces vacances? Il y a au moins, je pense, dans l'immédiat, 2000 jeunes qui sont prévus. Mais comme c'est des activités qui vont s'étendre sur différentes localités, c'est-à-dire on va commencer par Kona, aller vers Djabali et ensuite revenir un peu plus au sud dans la zone de Nioro et de Nara, où on va faire des activités de reboisement, et ça aussi dans la perspective de la ceinture verte qui est prônée par l'UNEPAD. Toujours est-il que dans chaque localité où nous allons venir avec des jeunes, mais nous allons également trouver des jeunes localement. Donc, vraiment, en termes de statistiques, nous espérons atteindre le maximum de jeunes, et à la fois le Kila l'accueille, parce qu'il y a des jeunes du Nord, même des zones qui sont encore sous conflit. Et les jeunes filles ont été intégrées dans cette caravane? La parité ne va pas jouer? Je l'ai dit, les jeunes sont numériquement la frange la plus importante, mais nous comprenons également que la jeunesse, elle est diverse. Elle est à la fois rurale et urbaine, mais elle est également aussi féminine et masculine. Donc, on fait en sorte d'inclure toutes les composantes ou toutes les franges qui constituent la jeunesse. À la fois la jeunesse qui est bien portante, comme la jeunesse qui est affectée par la maladie, puisque vous avez vu que le thème cette année, c'est la santé mentale, oui. Mais il y a aussi le handicap. Il y a la jeunesse qui est sous-employée ou sans emploi, comme il y a la jeunesse qui est active. Donc, toutes les composantes seront effectivement concernées par cette activité de vacances citoyennes. Monsieur le ministre, toujours dans la mouvance de la célébration de la journée internationale, on en voit que vraiment c'est un programme bien chargé. Après Kona, il y a un autre voyage vers Tombouctou. Il est question du lancement d'un autre programme Jeunesse et Résilience. Oui, le programme Jeunesse et Résilience est un programme beaucoup plus vaste et qui va s'étaler dans le temps sur au moins 2 ans et qui se met en marche en partenariat avec le système des Nations Unies, les agents du système, notamment le PNUD, le FNUAP, ensuite la FAO et le BIT également, et qui concerne donc à la fois les zones du nord du pays et également du sud, notamment les communes 3 et 6 du district de Bamako, et qui a une enveloppe globale d'à peu près 5 millions de dollars, sur laquelle enveloppe nous avons pu mobiliser jusqu'à ce jour à peu près 2,7 millions, et qui va donc consister à utiliser les jeunes également dans des activités qui visent à reconstruire des structures qui sont à l'origine dédiées aux jeunes, notamment je pense
au camp de pionniers de Soufroulaye qui est déjà en réflexion. Je pense à la maison des jeunes de Tombouctou et également à des centres au niveau de Kidal qui était également en de rénovation, mais ça c'est dans le cadre d'un programme d'urgence avec le gouvernement et dans le cadre également de l'assainissement. L'objectif étant toujours d'utiliser les jeunes et de leur procurer un minimum en termes de revenus, notamment dans le cadre des activités à haute intensité de main-d'œuvre. Et ce programme-là, qui a plus ou moins démarré, nous allons en faire le lancement officiel à partir du mercredi avec l'ensemble du système des Nations Unies et donc et avec une forte représentation aussi au niveau national. Monsieur le ministre, dernière question. On a coutume de dire que l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse et vous êtes à la tête du ministère de la Jeunesse et de la construction citoyenne. Un ministère où il y a beaucoup à faire en ces jours-ci. C'est quoi votre espoir? Oui, d'abord, je rectifie toujours. L'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Mais nous disons dans le cas du Mali que le présent aussi du Mali, c'est sa jeunesse. Nous avons 70% de la population qui est dans la tranche d'âge entre 18 et 35 ans. Donc aujourd'hui, totalement active. Et ma conviction, vous l'avez vu ou entendu dans le message, c'est que ce pays doit se faire. Donc a besoin de bras et de bras valides. Et je le répète souvent aux jeunes, c'est pas à nos papas et à nos mamans qu'on va demander de venir travailler pour ce pays-là encore. Ils ont fait leur part et maintenant c'est à nous. Et donc le Mali, il se fera, il doit se faire, il se fera. Et il se fera aussi, pas avec l'apport uniquement des étrangers, il se fera essentiellement à travers notre jeunesse. Et je me dis, cette jeunesse-là est une richesse, c'est d'ailleurs notre première richesse. Avant l'or, avant le coton et tout, je me dis un pays statistiquement qui a cette frange-là développée est un pays qui n'a pas de raison de craindre pour son avenir. Mais encore faudrait-il que nous puissions transformer ce potentiel-là en réalité et que les jeunes aient conscience de leur apport dans le processus de construction nationale. Voilà. Merci, Monsieur le ministre, d'être passé sur ce plateau pour nous parler justement de ces problèmes de jeunesse et on vous sait très optimiste quant à l'avenir de la jeunesse malienne. Merci. Et vous allez rester avec nous pour suivre le cours de ce journal. C'est ainsi que le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions a lui rendu une visite de courtoisie aux membres de la Haute Cour de justice. Le président de la Benjamin des institutions a profité de cette occasion pour souligner au ministre les problèmes auxquels cette institution est confrontée. Daouda Sidiki Diarra. Benjamin des institutions, la Haute Cour de justice a reçu ce lundi la visite du ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Le ministre Bokar Moussa Diarra trace ainsi un sillon nouveau en vue d'entretenir de très bonnes relations basées sur la compréhension avec les institutions de la République. Je suis venu proposer au président que, à travers des cadres de concertation que nous allons mettre en place, nous puissions nous rencontrer, mais que les relations entre l'État et les institutions ne sont pas tout simplement des relations frontales ou bien des relations administratives. Nous avons un humanisme qui peut être utilement utilisé pour favoriser, densifier, pour mieux servir notre pays, pour mieux servir les populations de notre pays. Au cours de leur entretien, le président de la Haute Cour de justice n'a pas manqué de souligner à l'ordre du jour les problèmes auxquels les membres de cette institution sont confrontés. Il dit avoir tiré beaucoup d'enseignements de cette visite. Nous avons rencontré un ministre qui ouvre de nouveaux horizons et ça, ce message nous convient parfaitement bien dans la mesure où nous estimons que les institutions de la République doivent être fortifiées, doivent se renforcer. Le message que le ministre Diarra nous amène vraiment nous va droit au cœur et convient parfaitement à notre vision du rôle des institutions dans notre République. La Haute Cour de justice a été créée pour juger le président de la République et les ministres mis en accusation devant elle. Une portion du territoire ne sera laissée pour compte. L'État se donnera les moyens pour sécuriser les personnes et leurs biens. C'est ce qu'a déclaré ce matin à Tombouctou le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité lors de sa rencontre d'échange avec les cadres de la 6e région. Les sujets ont porté sur les élections communales et régionales, le retour de l'administration et la gestion de l'État. Nous retrouvons Adama Djimde depuis Tombouctou. En
En 6e région, les représentants de l'État sont au grand complet. Un motif pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de féliciter les autorités régionales pour les résultats atteints. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Dans les secteurs comme Gourmara-Rousse, le niveau de l'insécurité compromet tout effort et les populations s'inquiètent déjà d'un éventuel retrait des forces militaires. Notre cercle est devenu une zone d'insécurité. Et les populations ont très peur pour tout ce qui est en train de se passer. Et quand on apprend que le contingent qui est chez nous va partir et ne sera pas remplacé, je dis que ça fait peur et nous nous considérons comme des abandonnés. Soyez sûrs que Raoul ne sera pas abandonné. Inch'Allah, Raoul ne sera pas abandonné. Et le Mali fera en sorte que les vies soient protégées à Raoul. C'est ça notre raison d'être. Et je le dis très clairement avec mon collègue à charge de la défense. Nous allons faire en sorte qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Raoul, nous puissions être en mesure de pouvoir enrayer cela. Les forces de la garde qui sont présentes vont être renforcées, et en moyens humains et en moyens matériels. Ici, certains administrateurs sont intéressés par le retour de leur population. Nous avons comme préoccupation primordiale d'abord le retour de mes administrés qui sont basés à Mberra, à Fassala et dans d'autres camps de réfugiés. En tout cas, c'est ce qui est primordial. On va en sortir avec la bénédiction de Dieu, mais il faudrait que nous-mêmes, Maliens, nous travaillions pour cela. On ne peut pas rester à croiser les bras ou bien pleurer notre sort. Il faut que nous travaillions. D'abord à commencer par les forces armées de sécurité. L'effort que nous allons fournir et que les autres nous viendront en appui à ce que nous allons engager au niveau national. Le ministre Samaké a insisté sur le contrat de performance de son département qui s'articule autour de la lutte contre la corruption, la réforme du processus électoral et le retour effectif des déplacés. Au camp militaire de Tombouctou, la séance de travail avec les officiers a porté sur la situation sécuritaire du secteur numéro 3 qui va de Taoudeni à Nara. Deuxième jour des concertations des communautés pour la paix dénommée Une Voix pour Tombouctou. Les travaux en atelier se poursuivent en ce moment autour de plusieurs thèmes. Comment éteindre le feu de la haine et combattre le rejet ou encore comment redresser ensemble le mur de la paix. Nous retrouverons Moussa Arimeiga dans nos éditions de demain pour son compte-rendu. Le gouvernement du Mali, sous l'égide du ministère de la Réconciliation nationale, en partenariat avec la MINUSMA, organise demain, du 12 au 14 août, un atelier sur le thème la contribution des partis politiques au processus de paix et de réconciliation nationale sous le patronage du Premier ministre. Avec la participation d'éminentes personnalités, l'atelier sera un cadre de dialogue, d'échange et de discussion pour la mobilisation des acteurs en vue de la réconciliation, de la paix et de la sécurité et du développement. Le ministre de la Planification, de l'Aménagement du territoire et de la population, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Ségou, Mopti et Douanza. L'objectif de cette mission est de se rendre compte de l'état d'exécution des infrastructures reconstruites ou rénovées, comme par exemple les bureaux et les logements de l'administration. Nous retrouvons notre envoyé spécial, Mahamadou Doumbia. Pour le retour effectif de l'administration dans les régions du Nord affectées par la crise de 2012, le gouvernement du Mali a élaboré un programme dénommé « Programme d'urgence pour la relance du développement des régions du Nord ». En se rendant à Mopti, Douanza avec escale à Ségou, le ministre de la Planification, de l'Aménagement du territoire et de la population, Cheikhna Seydi Hamadi Diawara, a voulu se rendre compte de l'évidence de l'exécution de ce programme échelonné de 2013 à 2018. Nous sortons d'une très grande crise et nous avons besoin de travailler pour sortir et propulser ce développement qui nous tient tant à cœur. Les difficultés ont été évoquées, que ce soit sur le plan travail, sur le plan logistique, les équipements, et je crois qu'une partie de solutions déjà a été donnée. À Douanza, les services rénovés ou reconstruits sont entre autres les bureaux de la préfecture, les services en charge de l'assainissement, la résidence du préfet, celle du sous-préfet, les services de l'élevage, de la douane, les eaux et forêts et l'urbanisme entre autres. Les travaux de type, on appelait de type 1, qui consistaient à des réparations très légères. Ensuite, les travaux de type 2, où la structure du bâtiment
soit nécessitaient une destruction complète et une reconstruction, ou une réhabilitation qu'on appelait lourde. Les travaux de type 1 ont été exécutés dans un délai de 40 jours et les travaux de type 2 varient entre 3 mois et 5 mois pour ce qui concerne la région de Mopti. La rénovation ou la reconstruction de ces infrastructures qui coûtent plus de 225 milliards de francs CFA s'étendent jusque dans les préfectures et sous-préfectures avec l'implication d'un comité régional de suivi. Au dire du ministre, les bénéficiaires de ces infrastructures doivent s'approprier ces biens de l'État et les entretenir. J'ai aussi insisté pour qu'on n'attende pas tout du gouvernement. Il appartient aux bénéficiaires. Puisqu'on dit on va à la régionalisation, on va à la décentralisation poussée. Donc, il appartient aux bénéficiaires, ceux qui ont usage de ces équipements, de s'impliquer depuis leur conception. Que l'assainissement soit de rigueur, qu'il appartient à eux aussi de faire en sorte qu'ils aient une bonne représentativité de leur propre personne d'abord, leur famille et de l'administration, donc partant de l'État et pour l'image du pays. Rappelons que ce programme s'inscrit dans la stratégie de mise en œuvre des politiques nationales de développement, notamment le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté 2012-2017, le programme d'action pour le gouvernement 2013-2018 et le programme accéléré des régions du Nord. Logements sociaux, la remise des clés des logements sociaux de Nyono reportée à plus tard. C'est ce que vient de décider le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat en déplacement dans la localité pour la circonstance. Raison évoquée, les travaux de finition ne sont pas achevés. Envoyés spéciaux, Mamourou Sidibé et Mamadou Sidibé. Une première dans l'histoire des logements sociaux au Mali. Le ministre en charge de la question renonce à la remise des clés aux bénéficiaires à Nyono. Raison évoquée, les travaux de finition sont inachevés. La tranche de logements sociaux dont il s'agit, il a été rappelé la tranche 2009-2010. Nous sommes en 2014, ça voudrait dire que depuis 3 ans au moins, les populations de Nyono attendent d'accéder à ces logements-là. La crise que notre pays a traversée en est une explication. Les difficultés de réorganisation à notre niveau pour reprendre le travail en sont une autre. Voilà une autre qui s'y ajoute, celle de la nécessité de l'exigence de compléter les travaux de finition. Cette décision courageuse, vivement applaudie par les populations de Nyono, n'est-elle pas la fin de la série de réception des logements bâclés? En tout cas, Mamadou Diarra s'engage à ne livrer désormais que des logements conformes aux normes. Je voudrais donc prendre l'engagement ici que nous allons dans les meilleurs délais travailler au sein de l'équipe, travailler éventuellement avec les entreprises dont aucune n'est présente ici aujourd'hui pour que le confort exigé, pour que la conformité de leurs travaux par rapport aux normes et par rapport aux contrats soit tenue et respectée. De manière à ce que nous livrons des maisons dignes de vous, dignes de l'engagement du Mali et conformes à la politique des logements sociaux. Notre exigence est une exigence de vérité. Elle est une exigence de transparence. C'est pourquoi la liste des bénéficiaires a été diffusée et publiée. Les 20 bénéficiaires de Nyono préfèrent attendre que de faire face à des dépenses qui ne sont pas à leur portée. Avant de boucler cette tournée dans la région de Ségou, le ministre a donné ses sentiments. La meilleure des écoles, c'est celle de l'écoute des autres. Le ministre Mahamadou Diarra s'est dit enrichi par la contribution des cadres avec lesquels il a échangé par rapport aux questions de sites réservés aux zones industrielles, les morcellement anarchiques et les schémas directeurs d'urbanisme. Le ministre est au micro de Mamourou Sidibé. Nous avons été enrichis par la contribution des personnes que nous avons rencontrées, lesquelles personnes nous ont aidé à mettre le mot juste sur des réalités que nous percevons. Ils nous ont aidé à faire les constats les plus parlants, mais aussi en exprimant les pistes de solutions possibles. Du côté des citoyens qui sont la clientèle de nos services, nous avons également pu faire le constat avec eux de leurs aspirations,
légitimes, de leur insatisfaction et aussi tracer des perspectives d'amélioration de notre offre de services à leur endroit. Deuxième constat, c'est la volonté de synergie entre les différentes structures qui concourent au même objectif. Dans le domaine précis de l'urbanisme et de l'habitat, c'est toutes les questions qui se rapportent à la fois au foncier et à sa gestion, aux normes de construction à leur application et naturellement à la mise en œuvre d'un ensemble d'instruments et d'outils qui sont les outils de planification. Il ressort de ces échanges-là qu'il y a quelques difficultés, quelques problèmes par rapport aux outils de planification que sont les schémas directeurs et les plans sectoriels. Il y a également, en plus de cela, le respect dans les faits des zones qui ont été tracées avec des vocations précises. Un des éléments sur lesquels je voudrais insister, c'est toute la question des zones industrielles qui font l'objet, j'allais dire, de consommation de terrain, alors même que physiquement sur le terrain, aucun investissement n'a été réalisé. Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement est en route pour Vienne, en Autriche. Mamadou Hachim Koumaré, au cours de cette mission, signera au nom du gouvernement du Mali un accord de financement relatif au projet d'achèvement et de l'extension et de la modernisation de l'aéroport international de Bamako-Sénou pour un montant de 10 millions de dollars US. Par ailleurs, Mamadou Hachim Koumaré échangera avec le directeur général de l'OPEP sur la possibilité de financement de certains projets porteurs dans le cadre du développement et de la promotion des infrastructures de transport, tout en réaffirmant la disponibilité des plus hautes autorités maliennes à poursuivre et à renforcer la coopération avec l'OPEP. Le ministre Koumaré abordera d'autre part avec le directeur général de l'OPEP des sujets en rapport avec le financement d'autres projets de désenclavement en attente de moyens financés pour être exécutés. Et cette nouvelle qui nous vient d'Addis Abeba, où s'est tenue la 44e réunion du Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine. L'événement a été axé sur la situation au Mali et au Sahel. C'était au siège de l'institution. La réunion s'est déroulée en présence de plusieurs partenaires et a servi d'occasion pour le haut représentant de la présidente de la Commission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel de faire un point exhaustif de la situation. Et dans le rapport de cette page qu'il a présenté, Pierre Bouyoya a fait un compte-rendu des principaux développements intervenus au Mali et dans la sous-région. Et la chose à retenir, c'est que Pierre Bouyoya s'est félicité des avancées notoires enregistrées sur le chemin de la paix avec la signature à Alger le 24 juillet dernier d'une feuille de route avec les partis en conflit et une dynamique qu'il faut soutenir et encourager, a-t-il insisté. Voilà, cette information nous a été donnée depuis Addis Abeba par Alassane Djombele. Ici à Bamako, ouverture d'un séminaire d'appropriation des réformes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce séminaire est organisé à l'intention des secrétaires et directeurs généraux et exécutifs des chambres consulaires nationales et des organisations patronales nationales des États membres de l'UEMOA. Le compte-rendu est signé Lamine Keita. L'objectif de ce séminaire sous-régional est de permettre aux secrétaires et directeurs généraux des chambres consulaires et des organisations patronales de mieux connaître les organes de l'Union, mais aussi de s'approprier les réformes, les projets et les programmes pour leur mise en œuvre efficace avec la participation des populations. Cette initiative est d'autant plus louable car il s'agit pour vous de vous approprier ces réformes, les réformes en cours dans cette formidable union historique. Cela afin de mieux impliquer notre secteur privé dans ce processus devenu incontournable et indispensable à la survie de notre espace commun face à un monde qui se globalise et où seuls les pôles forts pour leur cohésion tirent leur épingle du jeu. À juste titre, vous avez placé le séminaire de cette année sous le signe de la continuation de l'appropriation de la connaissance de l'UEMOA pour mieux impliquer les acteurs du secteur privé dans le processus d'intégration économique régionale. La tenue de ce séminaire est saluée par le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali,
qui estime que beaucoup d'efforts restent à faire pour que le secteur privé joue pleinement son rôle dans le renforcement de l'intégration sous-régionale. Bamako sera le lieu, je l'espère, pour vous, les participants, de vous imprégner davantage des réformes entreprises par l'UEMOA, afin que cela soit dans les délais que nous espérons qu'ils seront courts. Ce séminaire sous-régional de Bamako est le 3e du genre après Dakar en 2012 et Abidjan en 2013. Nous ouvrons à présent la page santé de ce journal. La chronique santé s'intéresse aujourd'hui à la planification familiale. Cette pratique dont on retient l'espacement des naissances, mais qui contient autre chose. Au Mali, le taux de prévalence contraceptive tourne autour de 8%, plus basse que dans la région de Kayes où on a dépassé les 10%. Des résultats grâce à la conjugaison des efforts avec les partenaires Focus Santé à Ngori Kopela, Tchessira Dambélé, Idrissa Traoré. Mai 2014, la commune rurale de Ngori Kopela, à une trentaine de kilomètres de Kayes, abrite le lancement de la campagne régionale pour la promotion de la planification familiale. En marge de la cérémonie officielle, des femmes de Ngori Kopela nous disent ce qu'elles savent de cette pratique dont elles ont toutes entendu parler. J'ai entendu parler de la planification familiale avec d'autres femmes et à la radio. Elle permet d'espacer les naissances, de mettre à l'aise la maman, le papa et l'enfant qui grandit facilement. Pour moi, la planification est réservée aux femmes mariées qui ont des grossesses à rapprocher. La planification familiale signifie espacer les naissances. La maman aura moins de problèmes. Avec les naissances à rapprocher, impossible d'être quelqu'un de propre. Si tu arrives à espacer les naissances, les enfants se portent mieux et toute la famille s'épanouit. Dans l'ère de santé de Ngori Kopela, la prévalence contraceptive s'est améliorée. De 6,1% en 2006, elle est passée à 9,5% en 2013. Des résultats encourageants grâce à la multiplication des acteurs sur le terrain et à une plus forte implication des acteurs communautaires. Ils ont vu l'impact que la planification familiale a eu dans la commune. Il y avait beaucoup de décès maternels et il y avait aussi des décès néonatals. Donc ils ont vu une nette amélioration à ce niveau. Les chefs religieux sont beaucoup impliqués là-dedans, c'est pourquoi nous avons des résultats vraiment très encourageants. Avec ce concept, l'espacement des naissances est l'aspect le plus mis en avant au Mali. Mais les spécialistes disent que la notion de planification familiale ne comprend pas que l'espacement des naissances. On dit seulement d'espacer les naissances au minimum 2 ans et maximum 5 ans. Ce n'est pas une limitation de naissance, c'est un espacement. Dans la planification familiale, il n'y a pas que espacer les naissances. Il y a le traitement des IST, VIH, SIDA et le traitement de l'infertilité également. Tout est pris en compte dans la planification familiale. Cette année, dans la région de Kayes, la campagne sur la planification familiale est axée sur le repositionnement de la pratique en faveur des jeunes. Donc nous voulons atteindre le maximum de jeunes dans cette campagne pour les sensibiliser sur les méfaits des avortements clandestins, les sensibiliser par rapport au dépistage volontaire sur le VIH-Sida et les comportements responsables. En termes de prévalence contraceptive, la région de Kayes était à 2,5% en 2010. Aujourd'hui, elle a dépassé les 10%. À la direction régionale de la santé de Kayes, on pointe du doigt les efforts des partenaires et les nouvelles stratégies mises en place, notamment la formation, l'équipement et le suivi des prestataires dans les centres de santé communautaires.
Avant de refermer ce journal, la Maison du Hajj porte à la connaissance de la communauté musulmane du Mali qu'elle organise chaque samedi pendant toute la durée de la campagne du pèlerinage de 9h à 13h des séances de formation théorique et pratique sur le pèlerinage à la Maison du Hajj, 6 au Centre culturel islamique de Hamdalaï. Les thèmes porteront sur les rites du pèlerinage, les formalités administratives du voyage et les conditions de séjour en Arabie Saoudite. La Maison du Hajj invite les pèlerins de toutes les filières d'organisation du pèlerinage à prendre part massivement à ces journées hebdomadaires de formation qui débuteront samedi prochain, samedi 16 août. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h-13h, Kadiatou Kone, 18h-20h à Ouitouré. Excellente nuit à tous. Au revoir. Thank you.